On n'en a pas terminé avec, loin de là, avec cette guerre commerciale. Bonjour Didier Saint-Georges. Bonjour. Membre du comité d'investissement chez Carmignac. On s'est quitté, pour ceux qui ont pris des longues vacances, ce qui était mon cas, mais avec une trêve. On avait une trêve dans cette guerre commerciale. Alors, on a le droit de ne pas y croire et de ne pas être naïf, et c'est ni votre cas ni le mien, mais elle a repris de plus belle. C'est-à-dire que c'était à peu près calme, et puis là, au mois d'août, et puis sur ces derniers jours, je refais un peu le film parce que quand on est en vacances, parfois on loupe des épisodes, mais on a quoi? On a Trump qui nous dit qu'à partir du 15 décembre, finalement, 300 milliards de dollars d'importation chinoise avec des produits de consommation pour les Américains. C'est JP Morgan qui dit que ça a coûté 1000 dollars par an aux ménages américains, toutes ces taxes. Pékin qui riposte, c'était vendredi, pouf, 75 milliards de surtaxes sur les importations américaines, produits agricoles, pétrole, voitures. Et évidemment, Trump y réagit dans la foulée, il leur met une couche en disant quoi? En intimant aux entreprises américaines, ça fait un peu ricaner qu'il fallait qu'elles quittent. Il n'a pas dit qu'elles quittent, mais qu'elles pensent à revoir un peu leur chaîne d'approvisionnement de production en Chine. Et on augmente les surtaxes, pardon c'est long, mais on y vient, sur 250 milliards de dollars d'importation chinoise déjà taxées, on passe de 25 à 30%. Donc l'escalade se poursuit. Est-ce que maintenant on se dit, ça y est, on approche du point de rupture parce que voilà, vous êtes inquiet maintenant, ça y est, parce que non, mais l'escalade se poursuit. Non, l'escalade ne se poursuit pas. Les négociations se poursuivent. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs le premier négociateur chinois ce matin en disant on va se revoir. Hein. Ouais. Je peux concevoir que l'été, il faut des feuilletons pour rester impliqué, mais ce n'est qu'un feuilleton de négociations qui ont cette particularité, on en avait parlé ensemble il y a bien longtemps, cette particularité d'être des négociations entre deux gouvernements qui ont lieu grosso modo sur la place publique. Donc vous avez en permanence des postures, des positionnements qui ont pour... Ce qui en général se fait dans la coulisse sans qu'on le sache, là pour le coup tout est étalé. Oui, enfin tout, peut-être pas tout, mais vous avez énormément de postures parce que les gouvernements, naturellement, ça s'adresse à son électorat ou dans le cas de la Chine, à sa population, son opinion publique. Et donc vous avez un feuilleton, effectivement, avec... Vous n'êtes pas plus inquiet aujourd'hui qu'il y a un an, ça a commencé non. un peu plus d'un an. C'était juste l'acier, c'était juste ceci, et maintenant on est... Oui, mais c'est... Imaginez des négociations, mais encore une fois, on ne découvre rien là. Des négociations entre les États-Unis et la Chine font intervenir des enjeux stratégiques, géostratégiques considérables. On sait tout ça, c'est pas une nouveauté. Mais pour une entreprise, encore une fois, c'est de l'incertitude. Alors ça, c'est autre chose, mais ne pas se dire qu'il y a une escalade qui va se terminer très mal, etc. Non, ça c'est... Donc pas inquiet. C'est la position. Il ne faut pas tout confondre. Il y a un sujet qui est... une économie globale qui ralentit, qui a commencé à ralentir clairement en Chine, hein, et encore une fois, ça fait un an que c'est le cas, avec une Chine qui était un petit peu réticente à faire vraiment un programme de relance, et qui, à cause de ces négociations commerciales, se retrouve à chaque fois faire un pas en avant et un pas en arrière. Donc la relance chinoise qu'on pouvait attendre il y a presque un an, finalement, elle est trop faible compte tenu du ralentissement. Donc on a quelque chose, et c'est là qu'il faut commencer vraiment à comprendre pourquoi ces histoires de négociations commerciales ont un intérêt pour l'investisseur. C'est parce que quand vous regardez les ralentissements économiques précédents, et c'est pas la première fois qu'on a un ralentissement économique, vous regardez 2012, alors sans même parler de 2009, on peut commencer en 2009, 2012, 2015. Qu'est-ce qui a relancé le cycle à chaque fois? Et il fallait revenir sur les actions, les cycliques, etc. C'est la Chine. C'est la Chine qui a fait des plans de relance. Et la question donc en 2019 était de se dire, après le ralentissement de fin 2018, est-ce qu'on est de nouveau dans un de ces cas-là où la Chine peut relancer la mécanique? La réponse aujourd'hui est non. Non. Mais c'était la même réponse. Mais c'est une volonté, un manque de volonté politique ou un manque de moyens? Non, c'est un manque de moyens qui était déjà de plus en plus faible compte tenu de la situation financière de la Chine. Encore une fois, ce n'est pas une nouveauté, hein, tout le monde le sait. Il y a une sorte de loi des rendements décroissants. Il faudrait de plus en plus de dettes dans le système chinois pour de moins en moins d'impact de croissance. Donc la capacité de relance forcément va déclinante. Elle était plus faible en 2015 qu'en 2012 et plus faible en 2012 qu'en 2009. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les négociations commerciales font empirer les choses, mais pas tellement en Chine. Elles font empirer les choses plutôt aux États-Unis parce que, encore une fois, il n'y a rien de nouveau là-dessus, l'incertitude sur
l'évolution de ces négociations fait que quand vous êtes une entreprise américaine, que vous ne savez pas trop où vont être vos fournisseurs dans 6 mois, dans 1 an, est-ce qu'ils On lève sont le toujours pied. en Chine, On lève le pied. Voilà, on lève le pied des investissements. Donc ce qui est en train de se passer depuis 6 mois, et cet été, c'est peut-être ça une des confirmations qui est arrivée, c'est que ce ralentissement global qui a commencé par la Chine, qui a touché l'Europe, aujourd'hui est en train de se propager aux États-Unis. Donc on a un ralentissement économique qui commence à contaminer l'économie américaine. Ok, juste, alors, très bien, on en parle maintenant, mais on solde, entre guillemets, l'aspect guerre commerciale. Donc pour vous, juste sur l'aspect négociation, même s'il y a de la surenchère, même si, encore une fois, on rajoute de plus en plus de taxes, et d'ailleurs, ça peut faire sourire, enfin encore que les actions américaines, vendredi, pour la raison que je viens de vous donner. Quand Trump dit qu'il va falloir quitter la Chine, ne plus faire d'affaires en Chine, déjà, ça peut... D'ailleurs, on a vu tous les conseillers économiques, Larry Kudlow et d'autres, sont passés dans tous les médias pour dire le président a dit qu'il faudrait réfléchir il a le pouvoir d'eux, mais il ne le fait pas. Donc il y a quand même derrière... Je crois d'ailleurs qu'il a depuis déjà envoyé un tweet en disant « Ah, depuis que j'ai dit ça, j'ai eu un coup de fil des Chinois qui sont prêts à revenir à la table des négociations. » On est dans la posture politique, donc je ne pense pas qu'il faille y passer trop de temps. Ouais. Par contre, sur l'impact sur le ralentissement, encore une fois, vous me dites, Didier Saint-Georges, que ça ralentit aux États-Unis, on passe de 3 à 2% en termes de croissance entre le premier et le deuxième trimestre. Vous regardez dans le rétroviseur. Oui. Ce qui est intéressant... Regarde ce qui a été publié surtout. Voilà, donc vous êtes sur le passé. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'écart qu'il y a en ce moment aux États-Unis entre les chiffres tels qu'ils sont publiés, et qui sont effectivement pas mauvais aujourd'hui. Sauf sur l'industrie, sur les indicateurs. Voilà, alors j'y viens. D'accord. Vous voyez, je regarde devant moi aussi. Il y a 2 choses. Il y a les chiffres tels qu'ils sont publiés et qui, pour l'instant, il faut bien le comprendre, c'est intéressant ça, pour l'instant, sont pas mauvais pour une bonne raison, une raison très claire en tout cas, qui est que les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, en particulier les taux d'intérêt à long terme, mais les taux d'intérêt courts également, ce qui soutient à la fois l'immobilier et la consommation. Donc ces piliers restent assez forts. En revanche, quand vous regardez un petit peu devant vous, vous constatez 2 choses. D'une part, c'est que les indicateurs avancés, c'est-à-dire les fameux indices PMI, etc., qui donnent une idée de ce que vont être les activités. Industrie et services. Oui, c'est ça. Il y a industrie, services et puis un indice composite. Eh bien, les chiffres qui sont sortis il y a une semaine, pendant que peut-être certains d'entre nous étaient encore à la plage, ont indiqué que sur l'activité industrielle, manufacturière, on avait cassé les 50. Alors, il ne faut pas considérer que c'est le seuil en dessous duquel, a priori, ça rentre en récession. Voilà, c'est ça. Donc, si ça devait se maintenir pendant 2 trimestres, etc. Donc, on n'en est pas encore là. Mais vous voyez bien que la tendance sur l'industrie est vraiment affaiblie aux États-Unis, pour la raison qu'on citait juste avant. Ce sont les entreprises américaines qui hésitent énormément à investir aujourd'hui. Donc, ça touche l'industrie manufacturière au premier chef. Et naturellement, la question, c'est de se dire, cette résilience de la consommation d'une part, et de l'immobilier d'autre part, grâce à la baisse des taux d'intérêt, c'est quelque chose qui, dans un premier temps, soutient. On voit bien sur donc ça veut dire que... Mais ça pose 2 types de risques. Le premier risque, et là il va falloir y venir parce que c'est le vrai sujet, je pense, de cet été. Premier problème que ça pose, c'est que la Fed, pour l'instant, voit des chiffres qui ne sont pas mauvais. Autrement dit, la baisse des taux d'intérêt, en particulier les taux longs, vous savez que la courbe des taux s'est même inversée aux États-Unis. Un 10 ans qui est à quasiment 1,5% sur le 10 ans américain. Cela a pour effet de faire le job que la Fed ne fait pas. C'est-à-dire que les taux d'intérêt de marché baissant, effectivement, ça soutient. Mais c'est idéal pour elle. Elle n'a pas trop à bouger ses taux directeurs courts et elle a des taux longs qui baissent. C'est bien le problème. C'est l'idéal, donc elle ne fait rien. Enfin, elle ne fait rien. Donc, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Si, elle baisse de 25 points de base. Et le discours à Jackson Hole dans le Wyoming, là, il y a 3 jours, laissait quand même le sentiment qu'il y avait une ouverture sur une baisse des taux des mois de septembre. Vous l'avez bien dit, presque comme un politique, ça laisse le sentiment qu'il pourrait y avoir une ouverture. Il marche sur les œufs aussi, Jérôme Powell. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Le sujet, me semble-t-il, le plus important pour les marchés aujourd'hui, c'est qu'il y a un ralentissement économique global qui est en train de toucher les États-Unis. Sans qu'on parle de récession, il faut arrêter. Et partout, j'ai vu dans la presse, on entend « oui, récession aux États-Unis 2020-2021 », mais on n'y est pas du tout. On verra. Non, mais est-ce que les indicateurs avancés dont on parle, parce que vous me dites « oui, David, le rétroviseur, c'est vrai », mais ça veut dire que ça correspond à quoi en termes de… On peut espérer quoi en termes de PIB, de croissance américaine sur les prochains trimestres, eu égard aux indicateurs avancés qu'on a aujourd'hui? Oui, mais c'est toute chose égale par ailleurs, sauf qu'il y a une chose qui ne va pas être égale, ça va être précisément la politique monétaire américaine, de la Fed. Et c'est la clé, je pense qu'au lieu de se focaliser sur le dernier tweet de Trump, la clé
la question essentielle à se poser, pour laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui, et je ne sais pas si on l'aura la prochaine fois qu'on se verra, la clé c'est de se dire à quel moment la Fed va réagir véritablement à ce qui est cette entrée en ralentissement économique clair de l'économie américaine. Pour l'instant, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Très peu. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a de la marge. Ouais. Enfin, elle n'a pas du tout, même quand vous écoutez le discours à Jackson Hole ce week-end, ouais. Donc, James Powell a été celui qui a introduit le symposium, ouais. Donc il a eu l'occasion de montrer sa perception des choses, et sa perception des choses, c'est que on est encore dans un ralentissement un petit peu de milieu de cycle, un peu à la 1995, et que effectivement, si les choses devaient s'envenimer, on peut encore réagir, mais enfin, pour l'instant, c'est pas le cas. Aujourd'hui, la Fed nie le fait que le ralentissement global est en train véritablement de toucher l'économie américaine. Elle le nie? Elle ne veut pas le voir? Ah oui, elle ne veut pas le voir pour l'instant. En même temps, à part les indicateurs PMI sur le sentiment des chefs d'entreprise dans l'industrie, en dehors de ça, c'est à peu près, enfin, je veux dire, il n'y a pas péril en la demeure. Hein. Non, les chiffres, c'est ce qu'on a dit il y a 5 minutes, les chiffres actuels ne justifient pas encore un changement de politique monétaire. Le problème, c'est que quand vous vous projetez un petit peu, vous apercevez que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous êtes dans une dynamique de ralentissement, si on peut dire, qui est aussi importante, ou grave, ou je ne sais pas comment il faudrait dire, périlleuse, que en 2011 et en 2015. La différence étant qu'à l'époque, la Chine a contribué massivement à la relance, et là, ce ne sera pas le cas. Donc, il faut que ce soit la Fed qui fasse le travail pour la croissance globale. Or, pour l'instant, la Fed nie la nécessité de véritablement changer de manière radicale de politique monétaire. Elle est un petit peu à pointilliste, en même temps, encore une fois, premier trimestre, 25 points de base peut-être. Oui, mais premier trimestre de croissance 3%, deuxième trimestre 2%, on va vers quoi logiquement, toutes choses égales par ailleurs? Tout dépend de la réaction de la Fed. Si la Fed ne fait rien, ou le fait trop tard, alors... Mais en faisant rien, les taux longs baissent, américains. En faisant rien, la Fed, ou très peu. Oui, dans un premier temps, ça a le phénomène que je vous disais, enfin, ça a comme conséquence ce que je vous disais, c'est-à-dire que ça soutient temporairement l'immobilier et la consommation. Le problème, c'est que c'est temporaire, et c'est pour ça que c'est un piège, parce qu'au bout d'un moment, cette baisse des taux d'intérêt finit par avoir des effets autoréalisateurs, c'est-à-dire que ça vous fait baisser la confiance. Les investisseurs, les particuliers commencent à s'inquiéter sérieusement. Et là, vous apercevez que la baisse des taux de marché pendant un temps fait le travail de la Fed, mais au bout d'un moment, si la Fed elle-même ne reprend pas le flambeau, ben vous avez le début d'un vrai ralentissement économique. En tout cas, il y a ralentissement, ça ne flanche pas au global dans le monde, ça ralentit, mais il n'y a pas d'entrée. On ne s'approche pas de la récession. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Là, hein. Enfin, on ne s'approche pas, tout dépend à quelle distance on est. Non, je ne suis pas en train de prédire une récession, mais encore une fois, cette question n'a pas beaucoup de sens parce que ce n'est pas de l'astrologie. Ça consiste à voir quelle peut être la résultante entre une dynamique cyclique qui est rendue un peu pire par les négociations commerciales, parce que ça affecte la confiance. Donc vous avez ce cycle-là, et puis vous avez la réaction de la Banque centrale. Or, cette réaction a besoin d'être très forte, parce que cette fois-ci, la Chine n'est pas en soutien. Enfin, elle a besoin très forte, encore une fois, mais qu'est-ce qu'on fera le jour où on sera vraiment en récession Moi, je trouve ça comme dingue de dire que la Fed a baissé ses taux de 25 points de base, alors que la croissance est encore à 2% aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fera le jour où on aura 0% de croissance? Non, mais précisément, il ne faut pas attendre d'être à 0 pour baisser les taux d'intérêt. C'est tout l'objectif d'une politique monétaire. Donc, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on est aujourd'hui dans une question clé qui est de se dire, est-ce que... Tout est dans les mains de la Fed. Tout est dans les mains de la Fed, et donc est-ce qu'elle va réagir suffisamment vite et suffisamment fort? En faisant quoi? Par exemple? Attendez, pour qu'en effet, la récession ne soit pas un sujet, qu'on soit simplement dans un ralentissement. Donc comme Trump, vous préconisez une baisse de 100 points de base des taux courts de la Fed? Oui, alors ça m'arrache le cœur de vous dire qu'il n'a pas tort. Alors il le fait pour les fausses raisons complètes. Et d'ailleurs, Jay Powell, la Fed n'a aucune envie de faire ça sous la pression de Trump. Ce serait une sorte de reddition de son indépendance. Donc, elle n'a pas envie de le faire sous cet angle-là. Il n'empêche qu'il est vrai qu'en partie à cause de l'impact sur la confiance que sa propre posture sur les négociations commerciales a, mais en partie parce qu'on est dans un cycle économique global qui ralentit et qui petit à petit contamine les États-Unis. En effet, il faudrait que la Fed ait une politique monétaire aujourd'hui beaucoup plus agressive. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Dans le fond, Trump a raison. Pour les mauvaises raisons. Mais le fait que la Fed devrait en effet
aujourd'hui réagir de manière beaucoup plus forte. Oui, ça c'est vrai. Parce que l'économie américaine va beaucoup plus mal ou moins bien que ce que... Elle est en train de se faire contaminer. Ce que fait d'ailleurs, ce que Donald Trump ne reconnaît absolument pas. C'est pour ça que lui, sa posture ne tient pas. Il ne peut pas en même temps dire que l'économie va bien et qu'il faudrait baisser les taux d'intérêt. Mais en revanche, la Fed, elle, prend un risque assez considérable aujourd'hui d'être de prendre vraiment du retard sur le cycle. Aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse, pour l'instant, parce qu'on est de bonne humeur et que c'est encore l'été, que la Fed va se réveiller. Et qu'en effet, quand on va avoir la confirmation que même la consommation commence à baisser, que sous l'effet de la baisse de confiance, même l'immobilier commence à baisser, là, la Fed va ralentir, pour septembre, là, va réagir et on aura quelque chose. Mais tant que ce n'est pas le cas, le risque pour les marchés, c'est qu'on constate, on verra ça au mois de septembre, que les chiffres économiques américains commencent sérieusement à baisser. Et là, les marchés actions, naturellement, vont commencer à s'inquiéter que la Fed ait vraiment du retard sur le cycle économique. Donc, entre le moment, on finit là-dessus, où les marchés vont réaliser que ça freine plus fort aux États-Unis et l'action de la Fed, là, de nouveau, ça pourrait secouer. Et l'action de la Fed pour en faire plus. Alors, oui, alors secouer, après, donc, on rentre vraiment dans une considération de marché pur. La bonne nouvelle que je vous donnais déjà il y a 3 mois, et je crois il y a 6 mois déjà, c'est que les marchés ne sont pas exagérément optimistes. Quand vous regardez le comportement des secteurs, par exemple cet été, pour ceux qui n'ont pas regardé de près ce qui s'est passé, de très très loin, ce sont les valeurs très défensives qui ont surperformé. Donc le marché se dit déjà, cette histoire nous entraîne vers un ralentissement global, par conséquent, je ne veux pas de cyclique, je ne veux pas de banque, je veux pas... Et ce sont les valeurs vraiment défensives qui surperforment. Donc les marchés ne sont pas exagérément optimistes. Donc le côté secoué, je pense qu'il ne faut pas le surjouer. Simplement, je pense qu'en effet, on est dans une logique qui justifie d'être sur les valeurs défensives, les valeurs de croissance, qui justifie d'avoir des taux d'exposition assez modérés, en attendant de voir si la Fed, à un moment donné, véritablement devient beaucoup plus radicale. On en saura plus évidemment en septembre, réunion de la Fed, je crois que c'est mi-septembre, fin septembre, il faut que je regarde. Je n'ai pas la date exacte. D'ailleurs, un révélateur de ce qu'on vient de discuter, c'est le dollar. Il ne vous a pas échappé que le dollar continue de bien se tenir. Petit à petit, il reste fort, alors même que tout le monde s'attend à une baisse des taux d'intérêt par la Fed. Et pourquoi? Parce qu'à force de prendre du retard, en effet, le différentiel de taux continue d'être considérable entre les États-Unis et l'Europe. Et par conséquent, le dollar ne baisse pas. Et un dollar qui ne baisse pas contribue au ralentissement lui-même. Parce que ça veut dire que vous avez un manque de liquidité en dollars, ce qui est une mauvaise nouvelle pour la croissance globale. Donc on est dans un début d'entraînement de ralentissement global. La Chine ne peut plus être la bouée de sauvetage du monde. Il faut que ce soit la Fed. Ça ne sera pas la BCE, ça ne sera pas la Banque du Japon. On sait très bien qu'ils ont très très peu de munitions réelles. Et pour au final, tout est la main dans la Fed. Et donc au final, elle pliera et elle baissera ses taux. Voilà, probablement. Bon, on en reparlera d'ici là en tout cas. Ravi de vous avoir retrouvé pour cette première émission. Didier Saint-Georges, toujours le bienvenu, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci beaucoup. Merci.